Ok. Encore désolé pour le retard. Et puis, petit foutoir. Je crois qu'on peut commencer maintenant. Je te remercie de ta venue. Et puis, je te laisse débuter. Merci de m'avoir invité. Ouais, donc je vais vous parler de comment optimiser les performances d'une web app. Quand on parle web app, on va parler à la fois un peu de ce qui se passe côté serveur et côté front. Avant de commencer, je vais me présenter. Si l'autre veut bien marcher. Hein? Non, je reste là. Ma souris, elle est là. Tu peux laisser la porte ouverte, Simon? S'il te plaît. Il y a un petit hockey en bas. Vas-y. Je m'appelle Guillaume Héret. Je me définis comme un développeur en fait libre et agile. En gros, je suis indépendant depuis maintenant 3 ans. Ma société s'appelle Deadmine, une grande société où je suis tout seul dedans. Il n'y a plus personne pour m'embêter. Et en gros, je suis revenu au développement et un peu à la formation. Avant, je travaillais dans des grands groupes comme Casino à Saint-Etienne et les laboratoires Boiron aussi autour de Lyon. Et j'avais envie, après avoir fait la gestion de projet, d'être architecte, consultant, de revenir vraiment à ce que j'aimais, c'était le développement. Et en plus, en étant indépendant, ça me permet comme ça, de prendre une demi-journée facilement pour me faire un job, donc c'est cool. Et accessoirement, je fais partie aussi de l'organisation de la conférence Mixit. Je ne sais pas qui connaît Mixit dans la salle. Une personne. De nom. Donc c'est une conférence qui a lieu tous les ans à Lyon. Donc cette année c'est la 8e édition, c'est au printemps. Le principe c'est un peu comme Devox, je suppose que vous connaissez Devox, où on fait pendant 2 jours des conférences. Et nous la particularité qu'on a, c'est qu'on a des crêpes à volonté. Oui, je les entends. Et en gros, pourquoi je parle de Mixit aussi, c'est parce qu'en fait cette session elle est un peu basée par rapport à mon expérience quand on a voulu refaire le site. Il y a de ça 3-4 ans, je ne sais plus exactement. Et comme dans toute société, on s'est dit, bah tiens, on va faire les technos à la mode, qui viennent juste de sortir. Donc on est parti sur du Spring Boot et sur de l'AngularJS. Et tout s'est bien passé, parce que c'est des super technos, on a mis en prod. Et là, par contre, c'est là où on a eu les problèmes, parce que on a eu plein de soucis, donc d'indexation, de sécurité, de perf. Et moi, je me suis plutôt axé sur tout ce qui était lié à la performance. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans cette présentation. Donc on va voir tout ça au fur et à mesure. Alors déjà, on peut déjà se poser la question pourquoi une application aujourd'hui web doit être performante. Alors déjà, si vous faites du web grand public, notamment sur du mobile, ce qui est important, c'est que si votre application est trop longue, vous allez perdre dans le référencement. Google, par exemple, dans son moteur d'indexation sur le classement, il prend en compte aujourd'hui 2 choses. C'est la sécurité, si vous êtes HTTPS, vous reculez. Et si vous êtes trop long à charger, vous reculez aussi. Donc ça peut être des choses si vous faites du grand public. Il faut savoir, je parle de mobile, depuis l'an dernier, en fait, le taux d'utilisation en fait, d'Internet, en fait, aujourd'hui, les gens sont plus importants sur des mobiles et tablettes que sur desktop. Et ça fait qu'augmenter depuis des années, donc je pense pas que ça redescende de sitôt. Et ça va, à mon avis, aussi des choses qui vont se retrouver rapidement en entreprise, ou je sais pas vous, dans vos missions, mais moi à chaque fois qu'on crée, là où je suis actuellement chez un client, ils veulent tous quelque chose sur une tablette ou sur un mobile qui fonctionne. Quand on fait du marketing, ou quand on essaie de vendre sur internet aussi, une stat qui est assez intéressante, c'est que bonsoir. C'est bon, c'est pas grand chose pour nous. Si vous ouvrez un site sur mobile, il y a une stat qui dit tout ce qui prend plus de 3 secondes, il y a 60% des utilisateurs qui partent en fait. Donc c'est important quand même d'avoir des pages rapides, parce qu'on a de plus en plus l'habitude d'avoir des connexions rapides chez soi, et on n'accepte pas en fait, quand on utilise aujourd'hui internet, d'avoir des choses qui sont longues à charger. En contexte de mobilité, il y a des choses aussi à prendre en compte, c'est le réseau. Donc en ville, tout va bien, on a la super connexion, mais parfois, même en ville, on peut avoir des soucis pour se connecter. Et à d'autres endroits, en fait, on n'a pas du tout de connexion. Et aujourd'hui, les technos en fait, qui sont mises à disposition pour faire des applications web, elles nous permettent en fait, de répondre à ces problématiques. C'est-à-dire que des utilisateurs qui sont déjà venus sur votre site, c'est pas normal que quand ils rechargent une page aujourd'hui, ils aient une page blanche qui dit que le site n'est pas accessible. Parce que les données ont été chargées. Et chaque navigateur, sur tous les browsers, sur tous les systèmes, ont des systèmes de cache. Alors pourquoi c'est long? Le principal problème, il est simple, c'est parce qu'on télécharge de plus en plus de choses. Aujourd'hui, une page web moyenne, elle fait pratiquement 3 mégas.
Et si on regarde en 2010, elle faisait moins de 750. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on met de plus en plus de choses dans nos pages. C'est du contenu, enfin des images ou des vidéos, mais c'est aussi une grosse part de JavaScript, parce qu'on utilise de plus en plus de frameworks, et à chaque fois qu'on a un petit besoin, on va rajouter des librairies, et on relivre ça, et à chaque fois, la taille globale de nos sites augmente. Une autre problématique, c'est aussi la latence. Aujourd'hui, on déploie beaucoup dans le cloud. Par exemple, si vous êtes sur Amazon, il y a beaucoup de choses qui sont déployées en Irlande. Donc, en fonction d'où sont vos utilisateurs, vous allez avoir plus ou moins de gens contents ou pas. C'est important de veiller justement cette situation des utilisateurs pour essayer de répartir vos applications un peu à plusieurs endroits. Et si on prend une stat, aujourd'hui, si une page qui fait à peu près 3 mégaoctets, 3 mégabytes, pardon, ça met 0,5 sur une connexion en Wi-Fi. Donc on peut dire que c'est potentiellement instantané, on s'en rend pas compte, mais par contre dès qu'on va aller sur d'autres supports, enfin d'autres réseaux, qualité de réseau, en 4G on va mettre du 5 secondes, et si on fait une 3G moyenne, il faut 25 secondes pour charger ces 3 mégas. Donc forcément, au bout d'un moment, si votre application, vous devez la déployer sur mobile et qu'elle est aussi grosse, vous allez avoir des soucis avec vos utilisateurs. Ça, c'est des stats qui ont été prises sur webpagetest.org. C'est un site qui est soutenu par Google où en gros on peut faire des analyses de performance de son site. Et les stats qui remontent sur plus d'un million de sites, en gros, c'est que 3/4 des sites mettent plus de 10 secondes à charger. La moyenne en fait sur mobile, elle se situe à 19 secondes pour chargement d'un site. Et on a en moyenne à peu près 200 ressources par site chargées. Quand je parle de ressources, ça va être les feuilles de style, les fichiers JavaScript, les images, etc. Et les applications d'entreprise dans tout ça, parce que je vais parler beaucoup d'applications web comme des sites internet, mais en gros, vu qu'on utilise les mêmes médias et de plus en plus on veut de la mobilité, on va arriver aux mêmes problématiques. Donc il faut les anticiper et prendre en compte aussi vos utilisateurs. Parce qu'en entreprise aujourd'hui, moi c'est arrivé, typiquement je prends l'exemple tout à l'heure où je parlais des zones géographiques dans le monde. Dans le client actuel pour lequel je travaille, on a déployé l'application au Japon, mais en fait les serveurs étaient en Europe, donc forcément la latence ils l'avaient. On utilisait des technos, on faisait du play où il n'y avait pas de compression par défaut, donc les pages quand elles étaient chargées, ils mettaient 1 minute à ouvrir une page, donc c'était inconcevable pour les utilisateurs, quoi. Et nous, quand on est développeur, on a tendance à dire, c'est pas grave, notre programme il marche en local, je ne vois pas pourquoi il se plaignent, quoi. Donc les performances, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc comme je vous disais, cette session elle est venue en fait d'une problématique qu'on a trouvée quand nous on a créé le site de Mixit. Donc ce que j'ai fait pour illustrer la session, c'est que je suis reparti sur une page toute simple du site Mixit, qui a changé depuis d'ailleurs, et qui affiche en gros une liste de session et des sponsors à la fin. On retrouve dans toutes les conférences, il n'y a rien de très compliqué là-dessus. Donc on a des images, du code, du JavaScript, etc. Forcément c'est responsive, comme toute application qui en vaut la peine aujourd'hui. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, donc j'ai un peu introduit le sujet, c'est on va essayer de réfléchir à comment on peut faire des applications performantes. Et je vous propose en fait de suivre ce plan-là. Donc en gros, on va essayer de voir dans chacune des étapes pour essayer de voir ce qu'on peut faire sur un site pour l'améliorer. Ouais. Une question, si je peux. Ah oui, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. En fait, en entreprise, on développe une application, même si elle n'est pas très très jolie, en fait, on la déploie et puis fini, en fait, tout le monde est content. Qu'elle soit pas jolie, c'est pas gênant, mais il faut comment qu'elle fonctionne. Écrit mon responsive, etc. Puis les utilisateurs lambda, en fait, ils vont sur Google et puis ça charge en 150 millisecondes. C'est hyper tuné. Et du coup, en fait, là, s'ils vont sur Yahoo, par exemple, ça prend 300 millisecondes. Finalement, ils vont dire Yahoo, c'est n'importe quoi, et puis préférant sur Google. Finalement, j'ai l'impression que les utilisateurs, les internautes, sont un peu plus demandeurs de performance que les utilisateurs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tous internautes, on est tous Internet chez soi. Il y a 10 ans en arrière, il y a 20 ans. À une application d'entreprise qu'une application.
pour moi, c'est exactement les Alors que mêmes. ça devrait être la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Enfin, en tant qu'utilisateur aussi d'application, je supporte pas quand elles sont longues à charger. Sur une application web, enfin, c'est vrai que Google, il y a pratiquement rien à charger. Donc on peut comprendre que sur une application un peu plus complexe, une application de gestion et choses comme ça mette pas 150 millisecondes, mais que ça mette 1 ou 2 secondes, mais que ça mette 1 minute ou que ça mette 30 secondes pour certains traitements, c'est pas normal, quoi. Et sur les traitements, ce que je parle aujourd'hui, je ne parle pas en fait de côté back, c'est-à-dire que le back il est optimisé, où très tôt on va voir 2-3 trucs pour ce qu'on peut faire, mais c'est vraiment entre les communications entre le serveur d'application et le navigateur internet. Je vais montrer juste après les stats, par exemple sur cette pauvre page, en fait, quand il n'y a aucune optimisation de temps que ça prend sur mobile, et c'est assez énorme. Donc, je ne vais pas faire du teasing tout de suite, mais c'est dans 3 slides. Donc on va suivre ce plan, et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mesurer. Donc déjà quand on fait de la perf, que ce soit à n'importe quel endroit sur une application, à chaque fois, pour savoir d'où on part et où on veut aller, bah, il faut savoir mesurer les choses avant, pendant et après, pour savoir si ce qu'on fait est bien ou pas. Sur le web, donc avant de le faire aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'expliquer, alors je sais pas, je suppose que vous savez déjà ça, parce que c'est des choses qui sont valables depuis longtemps. Quand on charge une page dans un navigateur internet, ce qui se passe, c'est qu'on pointe sur une adresse, une URL. Donc le navigateur, il récupère une page HTML qui arrive, donc il la parse. Dedans, il va trouver des ressources, du CSS, du JavaScript, des images, etc. Donc il les charge. Il va les reparser, parce que potentiellement du CSS ou du JavaScript, ça peut encore pointer vers d'autres choses derrière. Donc potentiellement, il va refaire des appels réseau, il va recharger, parser, compiler et faire du rendering. Et à la fin, on a une page qui se charge complètement. Alors, pourquoi j'ai rappelé ces BABA, c'est surtout pour qu'on s'entende sur le vocabulaire que je vais utiliser derrière. Donc je parle de load time. Le load time, c'est au moment où j'appuie sur le bouton pour charger une page jusqu'au temps complet où la page est chargée. Et après, on va parler aussi de force paint, c'est-à-dire que au moment où j'appuie sur le bouton, c'est là où je commence à avoir les premières informations qui sont affichées à l'écran pour l'utilisateur. Donc là, mon site il continue à charger, et potentiellement, là, il voit déjà des choses. Donc, par exemple, je disais tout à l'heure qu'un site, au bout de 3 secondes, les gens partent. Si au bout de 3 secondes, il n'y a rien qui s'affiche, peut-être, mais si déjà au bout de 3 secondes, on commence à lui afficher des infos et qui viennent s'enrichir par ailleurs, bah, déjà, il va être un peu plus patient. Ce qui est préconisé par Google, c'est de faire des sites qui sont inférieurs à la seconde. Donc dans les applis d'entreprise, potentiellement on n'y arrivera pas, mais on va essayer de s'en rapprocher. Que ce soit à la fois sur le force load, quand on fait du refresh sur un site, et aussi aujourd'hui quand on n'a plus de connexion. Les outils pour mesurer, il y en a plusieurs. Donc vous avez, quand vous faites du web en entreprise, quand vous faites des tests de charge, vous en avez plusieurs à dispo, le Gmeter et autres. Mais si votre site est un site public, vous pouvez utiliser ces pages, comme Web Page Test dont j'ai parlé tout à l'heure, PageSpeed Insight, ou même juste les simples outils d'un navigateur. Web Page Test, voilà ce qu'il donne. En gros, il fait des rapports, il donne des notes sur le temps de chargement, est-ce que vous pouvez améliorer ou pas. En haut, c'est mon site, et là, c'est le site de Cdiscount, par exemple. On voit que Cdiscount, ils n'ont jamais été très bons sur le web, mais petit à petit, ils essaient de s'améliorer, apparemment. Ça, c'est sur le Page Insight. Pareil, il va vous faire une analyse sur mobile et sur desktop, et à chaque fois vous dire ce que vous pouvez optimiser pour avoir une meilleure note. Ça, c'est ce que vous avez, les outils dans le navigateur. Donc, si vous utilisez la dernière version de Chrome, il y a une partie qui, quand vous ouvrez les outils pour les développeurs, vous avez une partie audit. Ça se base sur Lightout, c'est disponible depuis Chrome 60. Et ça vous fait aussi un rapport complet de tout votre site, de savoir si votre site suit la recommandation pour les sites web app au niveau des perfs, l'accessibilité ou des bonnes pratiques. Alors, si je prends ma page tout à l'heure que je vous ai montré, si on ouvre juste comme ça les outils de développeurs dans Google, ce qu'on va essayer, c'est reproduire en gros le use case
courant des utilisateurs. Donc ici par exemple sur cette page j'ai simulé en fait en gros l'affichage en mobile, ça on peut le faire facilement. Vous pouvez paramétrer les devices que vous voulez, les largeurs, hauteurs comme vous voulez. La première étape, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'améliorer le load time, c'est-à-dire le chargement complet du site. Donc à chaque fois, sur les premiers exemples que je vais montrer, à chaque fois j'ai désactivé le cache, ce qui permet en fait à chaque fois de repartir de zéro pour simuler un chargement complet. Et je suis basé sur, on peut jouer aussi sur la vitesse de connexion. Et vous pouvez dire, soit vous gardez sur le Wi-Fi classique ou simuler en gros des connexions moins rapides, comme ici la 3G que j'ai pris dans mes exemples. Et vous avez ici une vitesse théorique et aussi la latence qui est simulée par le navigateur. Est-ce que tu sais, de par le monde, quel est le pourcentage de pays qui sont encore en 3G, voire 2G, voire encore plus bas? Je sais pas le pourcentage, non. Parce que je pense que la majorité des gens sont encore, enfin, la majorité de la planète est encore en 2G. Ouais, ils ont tous beaucoup de connexions assez pourries, ouais, mais je suis parti du principe que dans les pays occidentaux où on développe le plus de nos applications, on a au moins la 3G. Ouais. Après, ça dépend le public. Ouais. Comment? Ça dépend le public ensuite. Ça dépend le public, ouais. C'est clair qu'en Afrique, ou des choses comme ça, c'est pas les. Il faut regarder Facebook, à un moment, ils faisaient des stats. Ok. Et la latence, c'était une demi-seconde minimum dans les pays un peu développés, genre Brésil, comme ça. C'est horrible. Si je reviens à mon exemple, donc la page que je montrais tout à l'heure au niveau des perfs, le load time, juste pour charger peu de choses qu'il y avait, ça faisait 18 secondes au départ. Et la taille des ressources chargées, c'était 1,6 MB. Donc 18 secondes, c'était sur de la 3G. Donc forcément, sur le Wi-Fi, c'était transparent. Donc on peut se dire, sur une application d'entreprise, ça aurait été transparent, et s'il n'y a pas d'utilisateur mobile, c'est pas gênant. Mais le truc, c'est que je télécharge qu'un 1,6 mégas, j'ai pas de framework JS derrière, j'ai pas beaucoup de choses en fait. Donc quand on fait aucune optimisation, potentiellement les tailles de ce qu'on transfère peuvent être beaucoup plus gros même en entreprise. Tout à l'heure je parlais par exemple d'un client là, où il avait des applications Play qui génèrent du HTML, donc sur des gros écrans avec, où il y avait plusieurs centaines de lignes sur les écrans. On avait des pages qui faisaient 10 mégas à transmettre, donc forcément ça mettait forcément du temps derrière, quand on fait aucune compression derrière. Et sur le site, sans faire aucune optimisation, il fallait 7 secondes pour le charger au tout départ. Donc on part de là et on va essayer de s'améliorer sur chacune des 3 métriques. Gagner sur le force paint, sur le load time complet et sur la taille. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'on allait mesurer, on va commencer à rentrer dans le concret. Donc, ce qu'on essaie d'optimiser, c'est ce qui se passe entre notre serveur et notre navigateur. Donc, on va déjà regarder si on peut faire quelque chose au niveau du transport. Le transport des ressources entre le serveur et le client. Alors, il y a déjà un truc tout simple qu'on peut faire. Ça, c'est un navigateur, en fait, quand il va parser du HTML, quand vous définissez vos scripts JavaScript, vous pouvez à la fois le faire dans le head ou à la fois dans le body. Mais le comportement du navigateur quand il va lire la page ne sera pas le même. C'est-à-dire que quand c'est dans le head, il bloque l'affichage. En gros, il attend que tous les scripts soient là pour commencer à faire du rendering. Si c'est dans le body, à la fin du body, il commence déjà à afficher des choses et il continue à charger vos scripts derrière. Juste en appliquant ça, au départ j'étais à 7 secondes 4. Là, j'ai gagné déjà 1 seconde en dépassant juste la définition des scripts du head à la fin du body. Non, je crois que tu posais une question. Donc c'est pas grand chose comme optimisation. Tu les as déplacés du head à la fin. Ouais. Et en fait, ça change le comportement du navigateur, c'est-à-dire que le navigateur il va plus bloquer le rendu. Là, je parle du force paint, donc c'est quand il commence à afficher des choses à l'utilisateur. C'est pas le chargement complet du site. Oui, mais du coup, ça change aussi dans ton rendu, au sens ton app. C'est-à-dire sur le. Potentiellement, ça peut changer quand tous les scripts sont pas là. Mais c'est là où il faut prévoir aussi au niveau des styles d'avoir un minimum pour pouvoir afficher quelque chose qui soit assez joli pour l'utilisateur. Aujourd'hui, si on suit les recommandations Google là, sur les Progressive Web Apps, ils parlent de l'app shell, c'est-à-dire que justement quand on commence à charger le minimum de données, on commence à afficher quelque chose qui ressemble à rien, on met un truc qui dit à l'utilisateur que ça arrive et potentiellement ça charge au fur et à mesure.
sur une simple page application, ça risque de poser problème du coup. Bah, c'est ce que tu fais si tu fais l'Angular 2 par exemple. Quand tu charges par défaut, il y a un div qui est vide, qui met application is loading Mm. et tout se passe Donc en c'est arrière-plan. loader. Et petit à petit ça arrive. Bon, sur les Mon point, c'est que là, sans autre référence, ton gain il est un peu artificiel. Là. Donc on ne sait pas s'il y a des conséquences ou pas, si ce n'est d'avoir amélioré sur ses l'affichage, ça peut. statistiques. Ouais, c'est ça, ouais, c'est juste histoire déjà d'avoir quelque chose à l'écran plutôt que d'avoir une page blanche en fait. Plus rapidement. Du coup, c'est un comportement qui est commun à tous les navigateurs. Ouais. Sur autre chose aussi également, la plupart des serveurs aujourd'hui font de l'HTTP1. Donc l'HTTP1, en gros, quand on ouvre une connexion HTTP, le protocole fait qu'on peut récupérer qu'une ressource à la fois. Donc le navigateur, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre qu'une seule connexion à chaque fois qu'il récupère une ressource. Et pour éviter on a vu qu'on avait 200 ressources par moyenne par site, donc pas 200 connexions en parallèle, et il se limite généralement à 6 dans les navigateurs. Donc c'est ce qu'on peut voir, cet effet escalier en fait, comme ça au fur et à mesure, parce que justement, il ne peut pas ouvrir tant de connexions en parallèle. C'est pour ça que le HTTP2 est sorti. Donc il y a d'autres améliorations comme des headers un peu plus petits, et également ce qu'il y a, c'est qu'on peut lancer plein de requêtes en parallèle, et il est capable de faire du multiplexage et de rassembler les choses. Donc par contre, on a toujours un premier escalier ici. Alors, ce premier escalier correspond un peu à mon application, parce que comme toutes les applications JavaScript modernes, on a toujours une phase de bootstrap en fait, c'est-à-dire que le framework se charge. Donc moi c'est juste une pauvre page, et après le framework va charger les templates, les autres scripts qu'il va utiliser. Donc sur une petite application comme la mienne, le gain était insignifiant, ce qu'on va voir ici. Mais par contre, sur une grosse application où quand on utilise des frameworks qui téléchargent beaucoup de ressources, HTTP2 peut vous amener des choses. Un gain justement aussi en performance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, côté client, on peut faire l'HTTP partout. Opera Mini, on peut l'oublier parce que je pense que plus personne l'utilise sur mobile. Et je ne comprends pas qu'il le garde sur ce site-là. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, Can I Use. Quand vous vous utilisez l'API. absolue pour plein de choses. Ouais. Quand vous voulez utiliser une API ou un style, n'importe quoi, enfin que ce soit du JavaScript, du HTML ou du CSS, vous allez dessus et en gros il vous dit qui implémente ou non cette norme. Vous avez ici un peu le pourcentage des gens qui potentiellement, si vous mettez en place cette fonctionnalité, pourront l'avoir correctement. Qui fait de l'HTTP2 côté Java? Vous faites du Spring généralement, plus du JBoss, plus côté Spring. application. Le Spring. Spring. Ok, bon, c'est ce que je fais aussi généralement. Ce qu'il faut savoir quand on veut mettre en place HTTP2, il y a 2-3 petites choses à faire. C'est-à-dire que déjà, il faut déjà un container compatible. Si avec du Spring boot 1.4, s'il ne tire pas les Tomcat assez récents, vous ne pourrez pas l'activer. Par défaut, c'est jamais activé, donc il faut l'activer quand vous créez un conteneur. Si je vous montre une portion de code, si j'arrive à transmettre ça de l'autre côté. Bon, ici dans mon exemple j'utilisais Undertow, mais donc quand on configure comme ça nos serveurs d'application, on peut lui dire d'activer le mode HTTP2. Il faut avoir un certificat, donc il faut avoir sécurisé son application. Donc dans Spring, ça se fait avec une application YAML. Vous définissez votre certificat à un endroit, vous définissez vos casters, les passwords et tout ça. Et pour faire l'HTTP2, il faut utiliser le protocole TLS 1.2. Et c'est là où on a un problème avec des versions de Java, c'est que quand un navigateur internet et un serveur communiquent pour savoir sur quel protocole ils peuvent utiliser, HTTP1 ou HTTP2, HTTPS ou non, ils doivent s'entendre en fait sur ce protocole. Et pour faire l'HTTP2, il faut qu'ils dialoguent avec le protocole ALPM. Et par défaut, en gros, dans le JDK, c'est pas encore disponible, ce sera disponible avec le JDK 9 qui sort bientôt. Ouais. Et quand vous faites du JDK 8, il faut rajouter une librairie que vous rajoutez aux classes path de votre application quand vous la démarrez. Et pourquoi pas utiliser typiquement Nginx qui supporte ça, et puis du coup Nginx fait le proxy, Voilà, donc ça c'est statique. Ça c'est quand on veut le faire vraiment en Java, c'est ce que je montre dans les slides. Vu que c'était un job, je voulais parler un peu de Java.
Mhm. Mais je suis d'accord en fait. Typiquement aujourd'hui, quand on veut pas s'embêter, soit on peut passer par NGX devant, ou ce qu'on peut faire aussi, c'est si on a une application grand public, c'est passer par un CDN, à la Cloudflare par exemple, hein, où on prend un abonnement à je sais plus combien c'est par mois et ils font cette partie HTTP2 et HTTPS entre le client et le CDN, quoi. Et ce qui se passe derrière, vu qu'eux ils ont un cache et qu'ils les remettent, c'est assez transparent pour l'utilisateur. Tomcat le fait pas du coup? Tomcat, si, à partir Si. de Ah, de 8.5. 8.5 seulement, ok. Bon, HTTP2, je vous ai dit, moi sur mon exemple, ça m'a pas trop apporté, mais ça peut apporter sur des gros sites en fait quand on a beaucoup de petites ressources à charger. Et voilà en gros ce que je veux dire sur le transport, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Le problème c'est qu'on a des câbles, ou des ondes qui passent, et le problème c'est que les débits sont limités, on ne peut pas trop agir là-dessus. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on a vu qu'on avait un gros paquet de ressources à charger, on va essayer de voir comment on peut limiter tout ça. Actuellement c'est un peu comme ça, quand les choses arrivent sur votre navigateur internet, et on va essayer de voir comment on peut optimiser nos fichiers, nos ressources HTML. Donc quand on fait du web, ce qui est bien, c'est qu'on a souvent des fichiers texte, donc HTML, CSS, JavaScript. Quand on est développeur, vu qu'on travaille en groupe, on met des commentaires, on fait des sauts de ligne, des choses comme ça, mais le navigateur, tout ça, il s'en fout en fait. Donc la minification, ça permet justement de supprimer tout ça. Quand vous utilisez Aujourd'hui, quand on fait du web, on ne fait pas de simples pages qu'on met comme ça à disposition. Ce qui est intéressant et important à faire, c'est d'utiliser des outils comme Gulp ou Grunt qui vont en fait parser en fait vos ressources et qui vont générer un site en appliquant des phases comme ça d'optimisation à chacune des étapes. La minification, ça peut être la première, et rien que par exemple en faisant la minification sur mes ressources texte, j'ai gagné ici 25% en taille, et sur le JavaScript 50%, parce que on a tendance à plus quand même commenter le JavaScript que le reste, que le JavaScript est du vrai code. Ça c'est la première chose. Mais quand on fait aussi aujourd'hui, on fait tous des services REST, principalement, et les JSON qu'on transfère, c'est aussi du texte. Et le JSON, ce qu'il faut essayer de faire aussi, c'est de limiter. Typiquement, tout à l'heure, dans ma liste de sessions, ce que je fais, c'est qu'on l'a tous fait, c'est qu'on a une base de données, on a un DAO, un DTO, on charge toute la base et on envoie tout au client. Même si on affiche en fait que 2 champs. Et ça, c'est un peu lourd et ça sert strictement à rien. Moi, typiquement, sur les descriptions des conférences qui peuvent être super longues, je perds vachement de bandes passantes à les transférer. Et ce qui est important, c'est toujours de créer des DTO les plus petits possibles. Donc certes, vous allez l'utiliser dans votre application, mais il vaut mieux faire ça que de transmettre toutes vos informations. Et quand vous faites du Jackson et du JSON, quand vous faites du Spring, ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser les JSON View. En gros, c'est des projections de vos objets. Vous définissez juste comme ça sur une interface sur votre DTO. Ici, par exemple, ma liste. Est-ce que tu arrives à zoomer un petit peu Ouais. Alors, faut que je retrouve ma souris entre les deux écrans. Je suis un peu perdu, mais on va y arriver. Passer un... C'est un peu gros peut-être. Mieux là ? Ouais. En gros, on définit des annotations JSON-View sur les entités qu'on veut, par exemple ici, afficher dans ma liste. Donc je vais les mettre que sur les champs que je veux afficher. Je ne veux surtout pas les mettre sur par exemple, les choses peu intéressantes comme la description, les choses qui sont un peu longues. Et au niveau des contrôleurs Spring, ce qui se passe, c'est qu'on prend la même annotation et on lui dit au niveau de notre méthode par exemple ici qui fait un get, et ben tu utilises juste la Vision View. C'est pas la même que j'ai montré tout à l'heure. Ah, je suis dans le speaker controller. Mais en fait, c'est le même principe dans la session contrôleur. Hop. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est d'essayer d'avoir des DTO le plus petit possible, enfin, qui collent vraiment à ce qu'on essaie de montrer à l'écran. Et ça, en fait, en appliquant juste ça, sur le JSON que j'utilisais moi pour ma liste de sessions, j'ai gagné 80% en taille. Et
en faisant de la minification, j'ai quand même gagné 15% en gros sur chacun des 3 métriques que j'ai suivis, sur la taille, sur le temps complet et sur le premier chargement. Quelque chose qu'on t'a pas mentionné dans le transport, c'est le GZIP. On y arrive. Le texte, en fait, c'est un truc qui se compresse aussi super vite. Donc ça tombe bien. Donc la même chose, on peut l'appliquer. On peut faire de la compression. Et ça, dans Spring, c'est pareil. C'est juste, si vous faites du Spring Boot, vous avez juste de la configuration à faire. Vous mettez un serveur compression enable et vous mettez les types mine. Ne pas oublier le JSON parce qu'on a tendance à l'oublier et se contenter juste de compresser les ressources web. Et ça, en gros, on va encore gagner vachement plus. Et c'est certainement ce qui nous fait gagner le plus en performance sur un site. C'est au moins de zipper ou d'optimiser en gros les ressources qu'on envoie. Là, en gros, j'ai gagné 30% sur le temps complet, parce que forcément, quand on gagne 30% sur la taille globale de ce qu'on transfère, bah, ces deux métriques sont toujours à peu près libres. Ici, j'ai aussi beaucoup plus gagné. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le CSS, où il y a peu de choses dedans qui se compressent aussi très bien, arrive plus vite. Et dans votre navigateur, en gros, le CSS, c'est ce qui est utilisé pour afficher les choses à l'écran. Donc plus il arrive vite, plus le force pen va être rapide. Maintenant, on va essayer de se focaliser sur des trucs plus précis dans ce qu'on transfère comme ressources. Les feuilles de style. Donc, je ne sais pas vous, mais en tant que développeur Java, on n'aime souvent pas en fait les feuilles de style. On a tendance à s'appuyer en gros sur des frameworks. Des frameworks, Microsoft, on est plus sur du Foundation ou sinon du Bootstrap ou du Materials en fonction des applications qu'on fait. Et Pure CSS, je le cite ici, ce qu'on va voir après, lui, en gros, il est vraiment fait qu'avec du CSS, et c'est un framework qui est un peu plus réduit que les autres, mais qui fournit pas mal de fonctionnalités. Quand on cherche les CSS, c'est un peu comme ce chien, c'est que des fois on a un peu du mal à se freiner, parce qu'on télécharge beaucoup de choses. Il faut savoir que ces frameworks, ils sont déjà assez gros, donc on a la partie feuille de style, mais derrière, il y a toujours du JavaScript. Et du JavaScript qui parfois va s'appuyer sur d'autres livres externes comme du jQuery. Donc potentiellement quand on fait par exemple des applications en AngularJS, le jQuery on en a rien à faire, donc ça nous fait un peu flic de charger des choses comme ça. Donc il existe des Angular Bootstrap qui se basent sur d'autres choses. Et juste pour vous montrer que ce framework par exemple Pure CSS qui fait que du CSS, lui il ne transfère que 20 kg quand les autres sont plus à plus de 200. Alors, je vous dis ça, mais on ne va pas changer nos applications du jour au lendemain. Si les applications sont là, il faut faire quelque chose. Donc chacun de ces frameworks aujourd'hui sont créés avec différents modules. Moi, typiquement, à la base, quand je faisais du Bootstrap, je chargeais en gros tous les modules de Bootstrap, et même si je les utilisais pas. Et en gros, c'est une mauvaise pratique. Il vaut mieux en gros regarder ce que vous avez vraiment besoin et prendre que les modules de base nécessaires. Comme ça, vous en transmettez moins. Vous pouvez apprendre le CSS si vous voulez, sur des trucs un peu sympas. Il y a une super presse qui était l'an dernier, Igor Labori à la Devox à Mixit, qui montre en quelques lignes de CSS qu'on peut faire en fait pour avoir des boutons qui s'affichent correctement, des transitions entre les pages, etc. Et quand on ne peut pas faire tout ça, ce que vous pouvez faire au moins, c'est utiliser un petit outil Node que vous pouvez rajouter à votre process Gulp ou Grunt, UnCSS. Donc le principe ici, c'est du Gulp. Je lui dis de parser en gros tous mes CSS. Je lui dis où je peux trouver du HTML, donc dans mes pages HTML, dans mes templates chargés par mon framework, et dans les composants, des fois JavaScript, parce que des fois on peut aller écrire des parties de HTML dans le JavaScript. Et lui, automatiquement, il va supprimer tous les styles qui sont pas nécessaires. Et ça, je ne vais pas gagner grand chose en taille, je vais gagner que 20 kg sur le Bootstrap que j'utilisais. Mais par contre, vu que le CSS est beaucoup plus léger, bah forcément je gagne beaucoup sur le force paint. Et déjà là j'ai rempli un de mes objectifs où je voulais passer à la seconde, en dessous de la seconde pour chacun des métriques. Et juste en faisant de la compression, de la minification et en supprimant un peu, en faisant le ménage dans les CSS, bah, j'ai réussi à avoir une page qui s'affichait beaucoup plus rapidement sur mobile. Maintenant on va parler des images. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de site sans images. Est-ce qu'on arrive à faire le coup du CSS si Bootstrap, on utilise un CDN directement? J'imagine que c'est aussi une bonne pratique de ne pas... Si on utilise un CDN, non, on ne pourra pas le faire. Parce que forcément, ça sera moins puissant, mais ça ne marche pas du tout.
Le problème, c'est que le CDN, on n'est pas capable de. Enfin, il faudrait le faire sur le navigateur, donc il n'y a pas d'intérêt. Là, c'est vraiment sur le serveur avant de mettre l'application en production qu'on le fait. Ouais. Bah, il y a peut-être des balises dans le CSS qu'on a à nous, qui de toute manière sont effacées derrière par les heuristiques de Bootstrap, qui du coup n'ont pas besoin d'être. Il faudrait le mettre dans un CDN, il faudrait publier sa propre librairie allégée pour que ça fonctionne. Au niveau des images, alors quand on n'est pas un pro de Photoshop ou de GIMP, pareil, vous pouvez utiliser des plugins Gulp ou Grunt comme ImageMin qui vous permet en gros de faire de la compression d'image pour les nuls sans perdre en gros visuellement ce qui est affiché. Là typiquement juste en l'appliquant sans faire de compte particulière, j'ai gagné encore sur les ressources. Ce qui est intéressant au niveau des images qu'on peut faire au niveau du web, ce qu'on a l'habitude, c'est de faire du GIF, du PNG, du JPEG et du SVG. En fonction des formats, on peut avoir de la perte ou pas, on peut faire de la compression ou pas, et c'est plus ou moins optimisé. Ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous pouvez, il faut essayer de faire du SVG, du vectoriel. Dès que vous avez en gros ce qui est dessiné à l'écran, les graphiques, quand des applications d'entreprise aussi, quand on utilise des frameworks qui affichent des graphes quand ils sont en SVG, ils sont beaucoup plus rapides à afficher que le reste. Autre chose, c'est le format GIF, il faut l'oublier. Ça fait longtemps que ça fait 20 ans qu'on entend que le GIF c'est assez pourri. Même si vous faites des animations, aujourd'hui il faut faire du MP4. Quand vous faites des animations sous Twitter, on dit qu'on télécharge du GIF, mais en fait c'est jamais du GIF, à chaque fois c'est des petites vidéos. Et les GIFs sont reformatés avec des outils comme FFmpeg, où il y a aussi des plugins qui permettent de le faire rapidement. Bonsoir. Autre chose aussi qui peut être intéressant, alors là vous n'avez pas gagné en performance, mais plus aux satisfactions utilisateurs, c'est-à-dire que vous pouvez activer des modes progressifs. Tout à l'heure je vous disais on peut utiliser ImageMin qui permet de compresser des images, juste en mettant une option progressif, il va changer par exemple le format de vos JPEG, et au lieu d'afficher ligne par ligne le JPEG quand il arrive, il va d'abord afficher un gros carré et petit à petit il va affiner les pixels à l'intérieur. Ce qui permet au moins d'avoir une page à peu près qui ressemble à quelque chose quand l'utilisateur les charge. ImageMin, c'est aussi avec du Gulp comme ça ou Gulp, Grunt, ouais. Ou sinon après on peut aussi utiliser d'autres choses comme si au sein de Photoshop les images de base on les a déjà enregistrées correctement, ça peut être aussi ça peut éviter de l'industrialiser cette compression. Mais tout ce qui est industrialisé en fait c'est des choses après même sans y penser, c'est une plateforme d'intégration par exemple qui va le faire pour nous, donc on n'a plus à s'en soucier, on est sûr que ce soit compressé correctement à chaque fois. Et puis il existe aussi aujourd'hui le JPEG, il a plus de 20 ans, et donc c'est un très bon format, mais on peut faire mieux. Alors chacun dans son côté, les gros du web, ils travaillent sur des formats particuliers. Le WebP c'est plutôt Google, donc il y a Firefox qui va l'implémenter bientôt. Le JPEG 2000 c'est Safari, le JPEG XR c'est Edge. Et tous ces formats, vous pouvez déjà commencer à les intégrer dans vos pages, et on va voir juste après comment on peut faire justement. Ton tableau, parce que je suis surpris que JPEG 2000 soit pas géré par tous les navigateurs. C'est parce que me démontre ton tableau ou... Je crois pas, non, je crois qu'il n'y a que... Il n'y a que Safari qui gère le JPEG. Ouais, je confirme. Ah ouais? Parce qu'on en parle depuis 10 ans de ce truc. Ouais. Bah oui, mais de WebP ça fait 5 ans. En fait, JPEG 2000, pour le commun des mortels, il est presque mort. Il est beaucoup utilisé dans le médical et dans les applications un peu spécialisées, professionnelles. Mais pour le commun des mortels, Et il y en a qui travaillent sur le format BPG qui doit être super bien et qui doit encore tous les surclasser, mais il n'y a pas un navigateur qui le prend en charge. Donc quand tu industrialises ces transformations-là, ça va générer chaque type de format pour chaque navigateur, c'est ça? Et après en fonction on va afficher les mots. Donc on va parler de la balise picture et des propriétés SRC7. Ça c'est des choses qui sont arrivées avec HTML5, donc il y a déjà un petit moment. Ouais. Une question justement sur les images. Ouais. Parce qu'on a un super designer dans la boîte qui maîtrise super bien Photoshop et qui nous fait des images de 20 mégas sur Photoshop et il ne veut pas qu'on les change.
Ils sont assez susceptibles en Donc il général. faut changer le designer par un web designer en fait, qui ait conscience des problématiques du web. On peut pas en fait designer des choses pour l'impression pour des pages web, c'est pas la même chose en fait. Oui, Mais faut évoluer quoi. Mais Gulp, il va pas. Ah mais comment dire, que Gulp il veut pas, je comprends tout à fait. Il peut aussi vouloir maîtriser la compression, mais il peut faire des trucs qui sont beaucoup plus performants que 20 mégas quand même. Surtout que Gump gère tu peux faire des images vectorielles, donc normalement tu n'auras jamais des images à 20 mégas. Le truc, c'est que si on nous donne des images et puis Bah, j'ai une on les solution. met Regarde. sur le site. J'ai des propriétés qui sont arrivées avec les balises HTML5. Donc par exemple le SRC7. Le SRC7 ça permet de mettre des ensembles d'images. Par exemple ici, de tailles différentes en fonction des contraintes de l'écran. Typiquement ton designer, s'il fait une super image que tu peux afficher sur un tableau énorme qui fait 20 mégas, très bien. Et tu lui demandes en fait qu'il en fait des plus petites pour des écrans qui sont en 140, en 1024, en 2048. Et la balise SRC7, elle permet justement de définir comme ça un ensemble d'images. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, j'ai une image. Par défaut, il affiche celle-ci, parce que les navigateurs comme IE, par exemple, qui ne sont pas capables de lire cette balise, ils pourront quand même afficher quelque chose. Et là, je peux lui mettre des contraintes. Je peux mettre des contraintes sur la largeur ou aussi sur la densité de pixels. Donc, au lieu de mettre un 640W, par exemple, on peut mettre un X ou 2X si on considère qu'il y a beaucoup plus de pixels sur un device. Donc ça peut être une solution, de faire plusieurs images plus ou moins grosses. Et après, donc, au-delà de la taille, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la balise picture et utiliser aussi des formats alternatifs. C'est-à-dire que lui, sur son logiciel, il va l'enregistrer en défaut en JPEG, je suppose. Et derrière, on peut lui dire, bah, attends, moi aussi, je vais essayer d'utiliser un autre format comme WebP ou comme JPEG 2000 que je vais utiliser en fonction des navigateurs. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on définit nos ressources. Le navigateur, quand il va lire, il voit la balise picture après une source. Et on peut définir des types MIME. Et si lui il est capable de l'interpréter, bah, il va aller charger la ressource et l'afficher. Sinon, il va passer à celle d'après. Donc après, forcément, ça fait beaucoup de code à écrire. Mais quand on utilise des frameworks ou je prends l'exemple d'Angular, on peut créer des directives facilement qui permettent de mutualiser du code. Bah, c'est super rapide d'écrire ça dans une application. Ça j'en ai déjà parlé, la SRC7. Et une chose qu'on parle aussi depuis longtemps, ce qui est important, c'est toujours préciser une largeur et une hauteur sur les images qu'on affiche. Typiquement sur le force load, le navigateur quand il parse tout le HTML qui arrive, tout le CSS, il essaie de merger les deux pour essayer d'afficher les choses le plus rapidement possible. Et quand on lui donne une largeur et une hauteur, en fait ses calculs sont beaucoup plus rapides, en fait. Il fait moins de suppositions. Voilà. Pour les images, donc en appliquant un peu tous les principes que je viens de citer, ce que j'ai fait ici sur le site, c'est que sur l'exemple de page, j'ai gagné encore 20% et je passe à 500 kg de ressources. Au niveau du force main, forcément j'ai rien gagné parce que je n'ai pas trop touché le CSS ni le JavaScript, j'ai touché vraiment que des ressources chargées qui ne sont pas interprétées. On va parler maintenant des fontes. On fait tous, pas forcément, des fontes quand on fait du web. Dans les applis d'entreprise, si vous en faites pas, c'est pas plus mal. Parce qu'en gros, c'est lourd pour ce que ça apporte. Alors certains ils sont obligés d'en faire. Je vais juste prendre un exemple ici, c'est qu'aujourd'hui, donc il y a deux ans maintenant, tous les navigateurs sont capables de faire des formats optimisés d'images, comme par exemple le Web2. Quand on a lancé le site, par exemple sur Mixit il y a 3 ans, Safari n'était pas capable de l'interpréter. Ça arrivait qu'avec la version 10. À chaque fois, Safari téléchargeait des fontes SVG. Donc nous, bête et méchant, on avait suivi les règles de Google, on avait pris fonte, on appliquait la norme matérielle et on utilisait la fonte Roboto. Et sur Safari, donc il téléchargeait la fonte pour afficher le normal, l'italique et le gras. Donc 3 x 700, ça faisait déjà 2 mégas juste pour afficher des fontes. Et on ne comprenait pas au départ pourquoi en fait les gens qui utilisaient les iPhones n'arrivaient pas à afficher l'application. Donc quand on définit sa propre fonte dans les styles, il est important à chaque fois de définir du plus optimisé au moins optimisé. Toujours regarder en local si jamais l'utilisateur l'avait, ça évite de la charger. Donc ça c'est sympa. Ou encore mieux, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des CDN. Et au moins vous êtes sûr que partout dans le monde, les utilisateurs qui vont utiliser
la fonte que vous utilisez sur votre site, il va l'avoir plus rapidement. Et en plus de ça, si ça se trouve, il l'a déjà chargé quand on utilise des sites comme fonte Google API qui proposent quand même pas mal de polices qui sont utilisées sur le web. Voilà, donc juste en utilisant le CDN sur les fontes, là, dans mon exemple, j'ai encore gagné beaucoup sur le force paint, parce que forcément, vu que je suis passé par un CDN et que je n'envoie plus moi-même la police d'écriture, les choses s'affichent plus vite. On va parler de JavaScript. Donc JavaScript, ce qui est intéressant à voir, c'est que comme le reste, en gros, à chaque fois, tout augmente. En 2010, on chargeait en moyenne 113 kg de JavaScript. Et aujourd'hui, sur les sites, on est à plus de 400 kg. Et là, maintenant, je parle de compressé. Hein. Je ne parle plus de ressources non compressées. Donc, c'est quand même assez énorme. Et le JavaScript, la problématique, c'est pas une image. Une image, on la charge et c'est bon, on peut l'afficher. Le JavaScript, ça va plus loin. C'est un langage. Donc, on va le télécharger. Le navigateur est obligé de parser. Derrière, il génère du bytecode. Derrière, ce bytecode, comme avec le langage Java, il peut être optimisé à la compilation. Et ensuite, il est vraiment exécuté sur la machine. Donc forcément, certaines étapes sont coûteuses. Potentiellement également, en fonction du device, si vous avez une machine, donc là j'ai montré que des téléphones, mais on pourrait faire la même chose sur des PC aussi, sur des portables, où en gros, en fonction des ressources, forcément, on ne va pas mettre le même temps à juste parser ou évaluer le JavaScript, parce que ça prend beaucoup de CPU, et si vous n'avez pas de ressources, forcément, c'est long. Alors en JavaScript, ce qu'il faut faire aussi, c'est pareil, c'est essayer de traquer ce qu'on utilise ou pas. Aujourd'hui, donc ça c'est dans Chrome, vous pouvez, quand vous chargez une page, en gros déterminer la couverture du code que vous utilisez vraiment. Donc ça vous donne comme ça, quand vous avez une grosse application qui évolue dans le temps, on a tendance à oublier le code mort, quoi. Ça peut permettre de le détecter. Aujourd'hui aussi, on essaye de faire du Webpack, des choses comme ça, de mutualiser les ressources JavaScript avant de les envoyer à un navigateur. Donc on envoie des gros JavaScript. Vous avez des bundle analyzers qui permettent en gros d'analyser chacun des modules que vous avez écrits. Donc là, je parle des frameworks un peu plus modernes qu'on écrit en ES6 avec des imports-exports de modules. Ça vous permet de les analyser. Et Webpack, par exemple, permet de faire du tree checking. Donc, je ne sais pas si vous faites de l'ES6 dans vos contextes. Donc, quand on fait de l'ES6, en gros, on peut définir des modules. Les modules, on peut les importer ailleurs dans notre application. Et puis, à des moments, quand on fait du refactoring, il y a des modules qu'on a utilisés, qu'on n'importe plus nulle part, mais qu'on livre quand même en production. Le tree checking, en fait, il repart toutes les ressources et ce qui n'est plus utile, en fait, il va pas le mettre dans le bundle final. Donc, ça permet de gagner comme ça et ne pas livrer le code mort. Il y a autre chose qui arrive aussi, c'est sur des grosses applications web, c'est d'essayer de charger des modules en gros, de découper en fonction des fonctionnalités, de ne pas tout envoyer à chaque fois. De couper votre code en fonction des fonctionnalités. Et faire en gros du lazy loading. Donc ça va vous permettre d'améliorer le force loop, surtout aussi le load time complexe, ça va améliorer. J'ai fait une erreur dans mes slides, c'est pas grave. En gros, quand vous chargez, vous avez une application, si vous avez des sessions et des utilisateurs, si vous chargez l'utilisateur, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir les sessions par exemple. Ça vous permet de charger plus vite les trucs. Alors ça c'est possible quand vous utilisez des outils comme Webpack, mais il y a des choses qui arrivent aujourd'hui. Ça sera certainement la prochaine version de JavaScript parce que ça a passé le dernier stade avant l'adoption. On peut faire des imports dynamiques de modules. Donc en gros, on fait un import de mon module et derrière on a une promesse qu'on peut interpréter quand le module est vraiment là. Ça va permettre justement comme ça de faciliter le découpage des fonctionnalités JavaScript et des modules dans les applications. Et il y a une chose qui est arrivée en septembre, il y a Ousmani qui travaille pour Google surtout sur toutes les problématiques d'optimisation. Et ils ont annoncé qu'en gros, depuis 2 versions de Chrome, c'est déjà disponible. Donc on peut déjà utiliser ça ou en utilisant des polyfills dans les navigateurs. Puis il y a d'autres choses sur lesquelles je pourrais parler sur le JavaScript, mais c'est un job, donc on n'est plus sur à la base développeur Java.
Mais il y a plein de choses qui arrivent. Donc le server-side rendering, c'est au lieu d'envoyer le JavaScript, enfin de tout envoyer, le JavaScript, les templates, de lui demander au navigateur d'aller recharger des ressources, en gros on peut faire pas mal de boulot côté serveur. Ça peut être aussi intéressant quand on a un problème d'indexation. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on a mis en place le site Mixit, on a eu un gros problème avec une application Angular. C'est que les bots qui viennent analyser le site pour savoir en gros comment indexer, quelle page indexer, ils ne savaient pas lire le framework JavaScript. Parce que les bots, par défaut, lisent du HTML, ils sont bêtes et méchants. Donc le server-side rendering, ça permet de faire ça en fait. Vu qu'on génère le site côté serveur, ça permet aussi de répondre à ces robots et d'améliorer l'indexation de son site. Et une chose qui arrive, c'est la précompilation. Je vous ai montré tout à l'heure un slide où le JavaScript, en gros, on le charge, on le parse, on le compile et après il est exécuté. Les tendances qui arrivent aujourd'hui, c'est de se dire peut-être que si on veut optimiser vraiment les pages web et le JavaScript, ce serait d'envoyer un code déjà compilé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de WebAssembly par exemple. WebAssembly, typiquement, c'est ce qu'ils vont faire, en fait, ce qu'ils essayent de faire. Et donc il y aura des passerelles potentiellement entre des langages. Les tests avec WebAssembly aujourd'hui, ils prennent du C, ils le transforment en JavaScript, et ils le transmettent au navigateur. Donc ça, c'est des tendances qui arrivent bientôt. Donc c'était pas dans mon exemple, mais je voulais quand même en parler. Dans mon exemple aussi, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser des CDN. Comme moi j'aime bien développer avec des fonctionnalités récentes en ES6 et des choses comme ça, et d'envoyer ça, le problème c'est que tous les navigateurs ne sont pas au même niveau d'avancement sur l'implémentation des normes. Et c'est pour ça qu'on utilise des polyfills. Les polyfills permettent de rajouter du comportement sur le navigateur quand il n'est pas capable de lire par exemple une partie pas encore implémentée. Alors au départ, moi j'utilisais un polyfill que je chargeais moi-même, mais le problème c'est que je téléchargeais le même polyfill qui était super gros, quel que soit le navigateur, ce qui n'est pas très optimisé. Et les CDN qui sont disponibles, ce qui est sympa, c'est qu'ils lisent avec les infos qui passent dans les headers des requêtes, ils savent quel navigateur appelle, et en fonction du navigateur, il va renvoyer en fait un fichier polyfill optimisé pour le navigateur. Et quand il est capable quand il a bien interprété et qu'il a bien fait son boulot, par exemple comme Firefox, et ben la taille de la ressource renvoyée sera vraiment minimale. Donc il y a un intérêt de se baser là-dessus. Et là, j'ai encore gagné du temps. Et puis là, je vais m'arrêter ici sur la limitation en gros des ressources, parce que j'ai fait plein de choses. Et en gros, je ne suis pas arrivé à la seconde, parce que le seconde, c'est une cible qu'on essaye d'avoir. Mais potentiellement, si on n'y arrive pas, à un moment, ça va coûter plus cher d'essayer de faire de la perf que de ce qu'on va vraiment gagner. Et puis il y a des choses, c'est qu'à des moments sur un site, on a forcément, sur une page, une web app, on a forcément des ressources à envoyer et on ne peut pas les réduire éternellement. Et maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'on a optimisé le force load, et ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est d'optimiser le refresh. Quand je reviens sur ma page et que je recharge les infos, comment je peux faire pour, à la deuxième visite, ne pas avoir à repartir de zéro. Donc, la chose principale à mettre en place, c'est des caches. Donc la ressource la plus optimisée, forcément, c'est celle qu'on n'envoie pas. Alors du cache, on peut en mettre en place côté serveur et côté client. On va plutôt s'intéresser là-dessus. Mais je voulais quand même parler du cache serveur. C'est des choses qui n'ont pas grand-chose à mettre en place. Typiquement ici, je parle de cache de base de données. Alors je ne sais pas si vous faites du Spring Boot, mais si vous utilisez les dernières versions de Spring, par exemple, vous avez juste un peu de conf à faire. Et je sais pas, tu peux charger. Ici. Ok, c'est bien. C'est du sport codé. Voilà, en gros, quand on a déployé l'application Mixit au départ, on avait un gros problème, c'est que donc on était une application qui faisait du MySQL à l'époque, et les serveurs sur le cloud, quand on ne paye pas cher, potentiellement, on n'a pas des super temps de réponse et c'est beaucoup fluctuant, donc on avait des gros problèmes. Et quand on affiche des données qui varient peu dans le temps, le cache a un réel intérêt.
Et quand on fait du Spring, en gros, on a juste à paramétrer des zones comme ça de cache dans la conf, mettre une ou deux libs au niveau de notre fichier Gradle ou Maven, et on a juste à utiliser cette conf add cacheable et automatiquement c'est caché. Donc c'est pas la peine de s'en priver, surtout les intérêts que ça peut apporter. Et au-delà du cache serveur, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'on peut faire au niveau des ressources qu'on transmet encore. Alors, comment ça se passe? Je suis mon navigateur, je veux charger mon image, je fais une demande. Si on configure rien, par défaut, lui va renvoyer avec un header, j'ai rien dans mon... Enfin, j'ai pas de cache. Donc le navigateur met rien dans son cache et quand il refait un appel, il recommence de zéro. L'autre possibilité de faire, c'est de lui préciser un max edge. De lui dire, bah, cette donnée, en gros, tu vas pouvoir l'utiliser tant que ce timestamp ne sera pas révolu. C'est sympa, donc le navigateur, quand il veut revenir sur le site, si le max edge n'est pas dépassé, bah, il ne va pas la recharger. La problématique, c'est vous, entre-temps, vous avez remis en prod une nouvelle version de la ressource, et ben, le navigateur, il s'en fout, il ne va pas aller la charger, tant que son max edge n'est pas dépassé. Donc c'est des choses à prendre en considération sur la durée qu'on met, ne pas être non plus trop extrême dessus. Et l'autre évolution, c'est que l'autre possibilité quand on fait du cache, c'est de mettre des e-tags. Le e-tag, en gros, c'est ce qui va identifier une ressource. Le navigateur, quand il reçoit une ressource qui a eu à la fois un max edge et un e-tag, si le max edge n'est pas dépassé toujours, il ne va pas faire la demande serveur, donc il y aura un 200 et il affiche qu'il est en local. Donc si le max edge était assez court, quelques heures, et que vous rappelez le serveur, donc il va lui dire, bah voilà, le e-tag que tu m'as envoyé la dernière fois c'était celui-là, et ta ressource était modifiée à ce moment-là, donc si toi tu as un changement, bah, tu me la renvoies. Si tu n'as pas de changement, tu me renvoies rien, tu me renvoies une 304, et moi je prendrai la ressource qui est dans mon cache. Alors, au niveau, ça c'est le point d'après, mais si on prend l'exemple dans Spring, cache HTTP. Dans Spring, en gros, quand on veut activer le cache, comme ça, ces annotations, on lui dit en gros où sont nos ressources qu'on sert, et on a juste à lui mettre un cache control ici en mettant un max edge. Donc là, j'ai dû mettre un jour, je crois, par défaut. Et on peut rajouter un filter pour que Spring automatiquement calcule un hashtag sur les fichiers qu'on transmet. Et automatiquement, il va nous transmettre comme ça les ressources avec un max edge et un e-tag. Et vous pouvez aller plus loin d'ailleurs aussi, c'est-à-dire que ce boulot qui est fait au niveau des ressources des fichiers, donc CSS, HTML, etc., vous pouvez le faire aussi au niveau de vos API REST. C'est-à-dire que potentiellement, si vous avez une liste de sessions qui n'a pas changé, pourquoi la renvoyer? Vous pouvez très bien aussi renvoyer une 304 sur du JSON. Donc ce que vous pouvez faire, le session contrôleur est où? Quand vous renvoyez une réponse comme ça en Spring, vous pouvez aussi mettre ces notions de cache control sur n'importe quel type de réponse et un e-tag que vous pouvez calculer. Là sur une liste, moi j'ai pris un truc tout simple, j'ai pris la taille et j'ai semé en gros tous les numéros de version. Comme ça, s'il y a quelque chose qui change, bon après chacun peut implémenter sa méthode. Excuse-moi, sur les durées de cache, tu n'as jamais eu des problèmes du coup d'incompatibilité de ressources entre elles? Je sais pas, tu packages trois JavaScript qui sont censés fonctionner ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui les max edge, j'essaie de mettre les max edge assez faibles en fait. Pour, quand une appli, on l'utilise plusieurs fois dans la journée, donc ça passe, mais que généralement ce que je mets pour mes ressources, le HTML je mets 2 heures et le reste je mets une journée, je ne mets pas plus. Et au moins s'il y a une image, parce que une image, il n'y aura pas de problème, ça posera pas de souci. Et sur les API, ce que j'ai montré dans mon exemple sur les sessions, c'était très particulier parce que c'est des choses qui évoluent peu à l'écran. Mais sur une application d'entreprise, je mettrais potentiellement un e-tag, mais je ne mettrais pas de max edge. Parce que si ma donnée, en fait, je suis en train de rajouter des éléments dedans et que potentiellement je peux avoir un cache qui va empêcher le rafraîchissement, ça peut être un bug, ça peut être. Et
pour éviter aussi ces problèmes de ressources qui sont jamais mises à jour, on peut faire du cache busting. Le cache busting, en gros, c'est pareil dans le process de build, quand il analyse les ressources, il peut rajouter un numéro de version derrière ou un hashtag ou enfin n'importe quoi ou un. Ce qui marche très bien dans l'expérience, c'est d'utiliser le SHA-1. Le SHA-1, c'est le mot que je cherche, merci. Parce que du coup, si le fichier n'a pas changé dans le build entre l'ancienne version et la nouvelle, le fichier restera exactement le même et le nom du fichier restera aussi exactement le même. Et la seule ressource qu'on ne peut pas trop mettre des SHA-1 dedans, sauf les templates de pages qui sont chargées, c'est la première page, donc c'est l'index qui va être chargé en premier. Donc c'est pour ça celui-là, c'est intéressant de mettre un max edge le plus limité possible. L'utiliser, donc on génère du code à la volée avec Gulp et Grunt. Alors, ce que Gulp et Grunt, ce qu'il prend, c'est qu'il prend les ressources, il change le nom des ressources à la fin, et derrière, il est capable d'analyser les autres fichiers de ressources qu'il utilise et d'aller les changer à l'intérieur. Donc il y a des plugins qui font ça en fait. Donc associé au e-tag Alors non, c'est pas le e-tag. Le cache busting, c'est juste le process Gulp, par exemple, il va prendre toutes les images que tu utilises dans ton site, il rajoute derrière un SHA-1 dans le nom du fichier, et après derrière tu lui dis où sont ton HTML, ton JavaScript, qui peut potentiellement utiliser ces images. Lui il les parse et il change les numéros, les anciens noms en fait de tes images par les noms avec SHA-1. Et comme ça tu es sûr que quand tu vas recharger ta page, vu que les ressources ont changé, ton navigateur sera obligé de les recharger à nouveau. Et toutes ces problématiques de max edge ou de e-tag qu'on avait défini avant, bah, par défaut, le navigateur tu le forces à aller rechercher des ressources vu qu'elles ont changé de nom. En fait, le problème, c'est qu'il y a pas mal de browsers qui cachent de manière beaucoup trop agressive, de mettre au contrôle des ressources. Et du coup, tu as de nouvelles versions, et puis en fait, il va pas recharger les strings, il va pas recharger les strings derrière, et puis tu tombes dans des choses qui sont complètement aquatiques, qui ne pas du tout. Avec le cache busting, c'est parmi les limites. Et juste en mettant en place ce cache, donc là c'était ce qu'on avait optimisé avant, tout à l'heure. Hein. Donc le load time était à 2 secondes, pratiquement à 3 secondes, 0,5 et 200. Et là forcément, quand je cache la plupart des choses de mon site, quand je clique sur le bouton refresh, c'est hyper rapide, pratiquement instantané. Même si je fais ça toujours sur la 3G avec des réseaux courts. Là tu viens d'enlever l'option no cache dans ton développeur tools. Ouais, le disable cache, ouais. Sinon, ouais, ça. Bien d'accord. Sinon, ça marcherait pas. Merci de la remarque. L'étape d'après, ce qu'on va essayer de voir, c'est justement le mode offline. Aujourd'hui, ce qui est possible de faire, c'est on est capable d'afficher un site web, même si derrière le serveur il n'est plus accessible. Et ça marche avec les services workers. Donc les services workers, qu'est-ce que c'est? Déjà, on peut les utiliser un peu de partout. Il y a des petits drapeaux dans Edge et dans Safari, c'est-à-dire que ça arrive bientôt. Ils sont en test, vous pouvez les activer, mais ils ne sont pas encore fournis par défaut. Ça devrait arriver dans les prochaines versions. Les services workers, c'est en gros, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des web workers. En JavaScript, tout se passe sur le thread principal. C'est-à-dire que vous avez vos scripts qui sont exécutés, le navigateur qui fait aussi du rendu, donc potentiellement les choses peuvent interagir les unes avec les autres et peuvent ralentir tout ça. Un web worker, en gros, ça veut comme si en Java on crée un second thread à côté et les web workers permettent de faire ça. La seule chose qu'ils vont avoir, c'est qu'ils ne vont pas avoir accès à la même chose que le thread principal. C'est-à-dire que les API qui sont disponibles sont limitées. Notamment, on ne peut pas accéder à tout ce qui est le DOM, ce qui permet de changer du contenu sur la page. Forcément, si on avait le thread principal qui le faisait et des workers, des threads en parallèle, le navigateur saurait tout ce qu'il faut faire. Mais potentiellement, on peut faire des traitements dans ces workers. Et comment ça marche un worker? En gros, on définit ça de cette manière-là, et on rajoute des événements et on passe le script principal et le worker dialoguent par échange de messages. Ici, je lui dis, quand tu reçois un message, tu me fiches pas hello world, mais ce que dit le worker. Là, je poste un message à mon worker que j'ai défini ici, qui lui aussi lit ce message et qui renvoie la même donnée.
Donc voilà le principe bateau d'un worker, et les services workers en gros se basent dessus. Donc ils ont accès à un peu plus de choses que des web workers standard, et notamment à un cache qui va lui permettre de gérer aussi ses propres données en cache. Si on simulait en gros le service worker, enfin si on essaie de schématiser ce qu'était un service worker, c'est quelque chose qui se place ici, entre votre serveur et votre navigateur, et qui va écouter tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Et potentiellement, il va pouvoir optimiser justement la gestion des ressources. Forcément, comme il écoute tout ce qui rentre et tout ce qui sort, le protocole impose, enfin le protocole impose pas, mais les implémentations le font tous, c'est que vous pouvez utiliser ça que sur du HTTPS. Ce qui est plutôt rassurant parce que forcément, vu que c'est un proxy, si quelqu'un prend la main sur votre script, service worker ici, il peut faire ce qu'il veut sans que vous le voyez. Alors, quand on utilise des service workers, ce qu'ils vont pouvoir faire, en gros, c'est faire du traitement, prendre vos ressources, potentiellement les mettre dans ce cache, et quand la connexion est défaillante, c'est-à-dire que quand votre serveur n'a pas répondu en moins de 3 secondes, ou si la connexion est complètement coupée, il va prendre les ressources dans le cache. Alors, c'est assez verbeux à écrire, les service workers, donc c'est pour ça que Google, vu qu'ils, eux, leur business, c'est que les gens aillent sur le web, que ce soit rapide et qu'ils puissent voir des pubs même quand ils sont déconnectés, en gros. Donc ils ont mis tout un tas d'utilitaires en place pour vous aider à les implémenter dans votre application. Donc SW Precache, SW Toolbox, c'est très bien. Je vous en parle juste pour le nom parce qu'on peut le trouver dans des contextes. Mais ça, en gros, depuis le début de l'année, il faut utiliser cette nouvelle toolbox qui s'appelle Workbox, dans laquelle vous avez tout à voir à l'intérieur. Ici, en parlant d'ici, je peux en parler, c'est le gros problème du web aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des librairies qui sont mises en place, adoptées, et le problème, c'est qu'elles sont tellement adoptées que les gens qui les ont mis en place ne peuvent plus les modifier. Donc là, Google, ils sont rentrés dans ce cas-là, c'est qu'il y avait des problèmes d'implémentation dans ces librairies. Potentiellement, il y a des gens qui ont eu beaucoup de galères sur justement la gestion du cache, parce qu'il y a des ressources qui n'étaient jamais mises à jour, parce que c'était assez mal réglé. Donc ils ont beaucoup retravaillé dessus, et vu qu'ils n'ont pas pu remodifier le code en profondeur, ils sont repartis sur une nouvelle librairie qui s'appelle Workbox. Et cette librairie, elle va vous aider en gros à générer toute la configuration qui va bien, pour facilement mettre en place un service worker. Le service worker, il a différentes manières de gérer des ressources. Vous pouvez utiliser différents patterns, en gros, des stratégies. Vous pouvez lui dire, quand j'utilise une ressource, à chaque fois, tu vas regarder sur le réseau. Si elle ne répond pas, tu prends dans ton cache. Pour des ressources qui ne changent jamais, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de fonds d'écriture, des images, par exemple, qui n'évoluent pas beaucoup, ce qu'on peut lui dire, quoi qu'il arrive, tu n'interroges jamais ton serveur, si tu l'as en local, tu l'affiches. Tu peux lancer 2 requêtes en parallèle, tu afficheras celle qui est le plus rapide. Et potentiellement, tu peux toujours forcer à regarder dans le cache ou sur le réseau. Alors, comment ça se passe? Quand on définit un service worker, on rajoute en gros un fichier à la racine de notre site, le service worker, qui va importer la toolbox de Google, la Workbox. On définit en gros un nouveau cache, un nouveau service worker avec un cache ID, ce qui est important. Quand on va dans les ressources d'un navigateur, on peut voir comment se comporte un service worker si j'arrive à reprendre la main. Donc l'appli que je vous montre. Ici dans l'onglet application, on peut voir les services workers qui sont chargés. Et potentiellement les différents caches qui sont disponibles sur votre navigateur. Et ici, le nom, le cache ID que j'ai défini, il est ici. Donc c'est là où toutes mes ressources de mon service worker sont stockées. Donc il est important parce qu'en gros, quand vous allez faire des mises à jour de votre site, le framework Workbox, il reprend ce cache et il va le parser. Et toutes les ressources en fait, qui ne seront plus présentes, il va les supprimer et il va rajouter en gros celles que vous lui renvoyez. Donc si vous voulez nettoyer un peu les choses qui se passent dans les navigateurs de vos utilisateurs, c'est intéressant d'avoir toujours le même nom de cache. Derrière, on définit des choses qu'on peut pré-cacher. En gros, c'est des ressources qu'on va dire au navigateur, celle-là, tu vas essayer, dès que tu as un moment, tout le temps libre, tu vas essayer de les charger
pour que si l'utilisateur en a besoin, il pourra les prendre tout de suite. Et derrière, en gros, après on définit des routes et on peut appliquer des stratégies en fonction de ces routes. Les routes, on peut utiliser soit des chemins à la Express.js, soit des expressions régulières comme ici. Là, je lui dis par exemple mes images, en premier, tu me regardes dans le cache. Je n'ai pas besoin de regarder le reste. Je n'ai pas besoin d'interroger le réseau. Pareil pour mes polices d'écriture que je télécharge sur un CDN. Si elles sont en local, c'est pas plus mal. Par contre, pour le reste, tout le reste de mon application, ce que je vais faire, c'est d'abord que je vais toujours interroger le réseau d'abord. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre ici un timeout et lui dire si j'ai pas ma réponse au bout de 3 secondes, ce que tu fais, tu vas le prendre dans le cache. C'est l'intérêt de ces services worker. Et ce qui vous permet comme ça d'avoir des sites qui sont à peu près réactifs, même quand vos utilisateurs sont dans le métro ou dans des endroits où il n'y a pas de connexion. Alors, la partie pré-cache, là je vous ai montré le fichier service worker qu'on écrit à la racine. Dans cette partie, dans ce tableau, en gros, on doit injecter le nom des ressources. On doit écrire un file manifeste où en gros on va avoir toutes les ressources de notre site. Donc là j'en ai mis 4, mais potentiellement on peut en avoir 500 ou 1000, donc on ne va pas s'amuser à faire ça manuellement. C'est pour ça qu'en gros, toujours dans Gulp ou dans Grunt ou dans Webpack, tous les outils principaux de build, Workbox arrive avec des outils qui nous permettent de générer automatiquement ce manifeste. Vous lui dites où est votre fichier service worker, celui où vous avez la liste qui est vide, là où vous voulez mettre le service qui est généré. Vous pouvez lui dire toutes les ressources qui doivent être prises sur votre site, que vous avez défini ici. Et lui, il va tout prendre et remplir ce manifeste pour vous. Et derrière, après, dans votre script principal, vous avez juste en gros si votre navigateur accepte les services workers, à enregistrer vos services workers et derrière, il va automatiquement charger et faire le travail pour vous. Donc en quelques lignes de JavaScript, vous avez la possibilité en gros de rajouter des fonctionnalités pour que votre site marche hors ligne. En faisant que de la configuration qui n'est pas très très compliquée. Ça se teste bien aussi, enfin de manière manuelle déjà Alors ça se teste bien. Alors, le problème c'est qu'il faut pouvoir il y a des limites de sécurité dans les navigateurs qui t'empêchent en gros de charger des pages HTTPS qui n'ont pas de certificat. Si tu n'as pas de certificat vérifié, quand tu vas lancer ton service worker, il ne va pas s'activer. Il va te dire je peux pas parce que c'est pas sécure. Donc il y a des options pour lancer un navigateur en Chrome par exemple en mode unsafe, donc en dev ça va très bien. Donc, je vais prendre l'exemple ici, montrer la commande. Ouais, il veut pas. Donc là, on va tout transférer. Voilà, ça me permet de lancer en mode dev. En gros, je lui dis c'est pas grave si ton certificat n'est pas vérifié. Et ça permet de tester le service worker en local. Et sinon, après, il n'y a pas trop de problème à le faire. Le souci, c'est que quand tu es en test de ton service worker, c'est intéressant. Mais potentiellement, quand tu es en dev, que tout soit caché et mis dans ton service worker, ça peut te poser un problème. Donc, dans la configuration, dans le sw.js, voilà, j'ai pas l'exemple à l'écran, mais tu peux lui rajouter une option pour lui dire que dans certains modes, tu l'actives pas. Notamment en dev, parce qu'en dev, c'est bien de tester quand tu veux vérifier le comportement, mais sur le code courant de tous les jours, ça peut être aussi problématique de tout avoir en cache. Tu as aussi fait ça avec des données, comment traitant avec des données dedans. Déjà implémenté ce genre de choses où il y a quand même la manipulation de données, sinon il n'y a pas le serveur derrière. Moi je ne l'ai pas fait, mais c'est faisable. Quand on fait. Une grosse fabrique à faire, ça commence à faire ça. Alors c'est faisable. Alors je n'ai pas regardé, moi j'ai pas eu l'implémenter pour le moment, mais aujourd'hui quand on. Je sais pas qui fait de l'Angular 4, 5, enfin les dernières versions là. Par exemple d'Angular, au Bootstrap, l'application se charge et potentiellement dès qu'il est capable de faire le force load, on est capable de déjà commencer à faire des actions. Et le framework en fait empile tout ça dans une. Enfin c'est interne au framework, il est capable après de les rejouer en asynchrone par exemple.
Et cette même logique, on peut la mettre en place grâce au service worker, il n'y a pas de problème, parce que sur le service worker, on peut se baser sur des toolbox comme Workbox qui font le bateau pour des ressources, mais on peut se baser aussi, utiliser le protocole, utiliser l'événement fetch, et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort ou même qui arrive de son du serveur, faire un traitement particulier. Et tu pourrais très bien imaginer que à chaque fois que tu as un événement sur ta page, tu le mets dans une pile et potentiellement tu le traites dans un script à toi. Ce serait pas une usine égale, ça tout dépend du. Traiter des données, la personne a changé des données, puis après au moment où il revient. Comme un cache côté serveur, c'est toujours problématique. Donc il cache un peu toutes les données qu'il a, pour cacher toutes les données qu'on a dans le. Les invalider quand il faut. Ce sont les deux gros problèmes des développeurs, c'est le nommage et le cache, donc après il faut vivre avec. Il y a des limites de taille de cache. Oui, il y a des limites qui sont pour. Alors je les ai plus en tête par le navigateur déjà. En taille et potentiellement aussi pour. On peut se limiter. On peut lui dire qu'il ne met pas plus de temps d'entrée. Donc c'est parce que ici on définit en fait le site complet qu'on met dans le service worker et l'utilisateur il va aller voir une page, une deuxième page, mais potentiellement en fonction des use cases qu'il a, il ne va pas avoir besoin à chaque fois de toutes les ressources de tout le site, quoi. Et comme ça permet de stocker les plus fréquentes, quoi. Parce que sur un site qui est moyen, il n'y aura pas de souci, mais sur une grosse appli d'entreprise, à force de charger, il y a forcément des choses qu'il ne pourra plus mettre en cache. Donc il y a des limites par le navigateur et on peut essayer de les gérer un peu comme au mieux en mettant un nombre d'entrées maximum dans le cache. L'ordre de grandeur du navigateur aujourd'hui? Je sais plus. Parce que après ça doit dépendre aussi des systèmes derrière, ils doivent pas. Parce que je suppose qu'ils n'ont pas les mêmes règles sur un mobile qui aura 16 Go de mémoire et avec un disque qui va avoir 1 Tera, donc. Voilà. Et on va passer au dernier point sur anticiper. Donc ça c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. Il y a deux nouvelles manières de définir des ressources dans votre page HTML avec des preloads et des prefetch. C'est pas encore disponible dans tous les navigateurs. Donc la balise preload, elle est définie de partout sauf sur les trucs Edge. Moi ça devrait peut-être arriver. Ça permet en gros de dire, quand on va définir une balise script ou CSS, et bien les ressources qu'on a définies ici, je suis sûr de les utiliser derrière. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il y avait des attentes potentiellement ou la manière où on définissait les scripts, ou quand vous avez un script qui va en charger un autre, par exemple derrière, quand vous faites un apport d'une autre ressource, potentiellement il va refaire une autre requête pour aller chercher la ressource sur le serveur. Quand vous êtes sûr que cette ressource, vous allez en avoir besoin à l'instant T, vous pouvez lui dire au navigateur de la charger tout de suite en fait. C'est-à-dire quand il parse la page, il peut se dire tiens, je vais commencer aussi à charger cette ressource-là, ce qui permet de gagner en gros en temps de téléchargement. Ici, dans mon exemple sur les sessions, ce que j'ai dit, mon script principal, ma feuille de style, j'en ai forcément besoin, donc tu me la charges. Mon template de page que je vais utiliser aussi, je vais en avoir besoin, donc tu commences à me le charger, ce qui permet de gagner du temps après. Sur les feuilles de style, c'est un peu particulier. Donc on peut essayer de les utiliser aussi pour anticiper les choses, ce qui va permettre aussi de gagner un peu en premier affichage. Et le prefetch, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'au lieu de dire au navigateur, ça je vais forcément l'utiliser, donc tu le fais dès que tu peux, tu le fais forcément tout de suite. Le prefetch, c'est de lui dire tu le fais dès que tu peux. En gros, le navigateur il télécharge plein de ressources, à des moments il a des temps libres, en fait, des temps où il n'a rien à faire, quoi. Quand on utilise des prefetch dans nos scripts, dans ces temps morts, en fait, il va commencer aussi à charger des ressources qui potentiellement ne sont pas intéressantes. Comme ici, typiquement, mes polices d'écriture, ça ne sert à rien au premier affichage du site, donc autant qu'il les charge quand lui il a du temps. Voilà, un peu tout ce que je voulais vous dire. Je pense que j'en ai dit beaucoup. J'espère que vous allez retenir un petit peu. C'est pas un peu compliqué à maintenir à la fin? Ces lignes-là, elles sont pas un peu compliquées à maintenir? Non, parce qu'en fait, tout ce que j'ai montré, toutes les étapes, à chaque fois, moi je les automatise avant du grunt, je n'utilise plus, mais qu'avec du gulp.
Et donc une fois que c'est configuré, ça tourne en continu sans arrêt. Donc, C'est-à-dire que les lignes, là par exemple, link prefetch. si, pardon. Sur le dernier point que tu parlais. Par exemple. Ça, il faut réfléchir, il faut faire des tests en fait. En fonction de ce qu'il y a dans la page, potentiellement on va avoir les mêmes résultats et potentiellement à des moments on va en perdre et plutôt en gagner à d'autres. Donc c'est des choses intéressantes. Il y a des articles dessus qui essaient de dire alors, quelles ressources il faut mettre en preload ou en prefetch. Potentiellement mettre celles qui sont les plus grosses en premier. Il y a plein d'articles à lire dessus. C'était ma phrase de fin, mais pour moi c'est celui qui est le plus pertinent aujourd'hui quand on parle de performance web, c'est Adi Osmani. Et en gros, lui, il écrit beaucoup sur Medium ou sur Twitter, il tweet beaucoup sur les tests qu'ils font au sein de Google justement pour les performances. Et il a écrit plein d'articles pour dire justement sur les preloads et les prefetch, les ressources, quelles ressources il vaut mieux mettre dedans et comment, dans quel ordre et pourquoi. Alors je reviens à mon truc. Donc on a vu tout ça. On était parti. Le preload prefetch, j'ai gagné un petit peu sur le premier chargement. Donc on était parti au départ d'un truc qui mettait 18 secondes à charger sur mobile et un premier affichage à 7 secondes. Que ce soit en refresh, en offline, à chaque fois on a essayé de répondre et apporter des résultats. On est passé à 3 secondes sur mobile. En refresh, c'est pratiquement invisible et ça marche aussi en offline. Donc en gros, tout ce que je vous ai montré ici, c'est des choses que vous pouvez essayer d'appliquer en fonction du contexte. Forcément, vous n'allez pas tout prendre, vous n'allez pas tout faire, tout dépend des applications qui sont derrière, si c'est des sites grand public ou non. Mais après, donc vous pouvez aussi utiliser les références que j'ai citées dans les slides. Et puis voilà, le petit code que j'ai montré derrière est disponible sur GitHub. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour la présentation. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses quand même dans la presse, mais